Ouais, je crois que j'ai une voix forte. Ouais, j'attends que le micro arrive. Conversation sous la tente. Bienvenue dans Conversation sous la tente, un podcast produit par Gore-Tex et Au Vieux Campeur. Activiste, féministe, alpiniste, guide de haute montagne, mais surtout maman, Zoé Hart est arrivée de Princeton dans le New Jersey, à Chamonix, au tout début des années 2000. Depuis, elle a construit son chalet aux Ouches, dans la vallée, au pied de ce terrain de jeu qui l'a attiré loin de chez elle. Professeure à l'ENSA, c'est une des toutes premières guides certifiées UIAGM aux États-Unis, et avec elle on parle de l'alpinisme au féminin, de ses enfants et de son surnom, Alpine Princesse. Est-ce que tu te souviens de ta toute première fois où tu as dormi sous une tente ? Ah oui, en fait, je crois que j'ai eu 7 ans, plus ou moins, et j'ai reçu une tente pour mon anniversaire. Et j'ai passé quasi tout l'été dans le tente dans notre jardin. Parce que j'ai eu vraiment envie de faire du camping, que j'ai campé dans le jardin chez nous, à New Jersey. Donc, pas dans les montagnes du tout, mais j'ai adoré d'être en plein air, sous les étoiles, et puis j'ai passé tout l'été. Je crois que c'était une Gen Sport. Ouais, c'est à l'époque des années 80, quoi. Je crois que je suis rentrée au milieu de la nuit. J'ai eu peur des monstres. Je crois que c'était avec mes frères. Mais je crois qu'on est tous rentrés dans la maison en pleurant, en courant. Et nos parents, ils nous ont laissés dormir toutes seules dans le jardin. Mais c'était un endroit super sécure. Tu vois, plutôt un petit village. Mais là, je peux pas imaginer de laisser les enfants à 7 ans dormir dans une tente dehors toute seule. Mais là, je suis rentrée. Après, petit à petit, j'ai passé la nuit dehors toute seule. En fait, je suis née à New York, en pleine ville, et puis je suis grandie à New Jersey, Princeton, à côté de l'université. Et la toute dernière fois que tu as dormi sous une tente ? La dernière fois, il y a quelques semaines, on a amené 9 enfants entre 6 et 7 ans faire du camping à Lac d'Annecy avec mon fils Mathias pour son anniversaire. Donc, on était dans une tente, mais on n'a pas trop dormi. En fait, on a prêté un tipi. Je sais pas la marque, ça doit être sympa de savoir, mais c'était un super tipi synthétique qui se construise et tout le monde était dedans. Donc tout le monde a dormi. Il y avait 11 personnes avec les enfants et les adultes. C'était pas un tipi tissu, c'était un tipi Gore-Tex, un tipi qui sèche super vite, qui est génial. Mais c'est l'heure des lentes, c'est vraiment car camping, quoi. C'est pour la voiture, mais les enfants, ils ont adoré. Comment on peut te présenter, toi ? T'es une alpiniste, t'es une grimpeuse, une guide ? Comment tu te présentes quand t'es chez des gens que tu connais pas ? Bah, dans une autre vie, j'étais alpiniste professionnel, à dire que j'ai eu un salaire de la part de Patagonia pour grimper et j'étais guide, donc j'étais les deux choses. Là, je suis maman et guide haute montagne, je suis ancienne alpiniste, je fais plus trop de montagne pour moi-même, mais je fais beaucoup avec des élèves, je suis professeur à l'ENSA en alpinisme. Je fais pas mal avec des clients privés, mais pas beaucoup pour moi et beaucoup avec les enfants. Après, je suis consultant en marketing et des affaires environnementaux pour Patagonia. Et en plus, je suis activiste. Je suis impliquée dans plusieurs projets à faire avancer la protection de l'environnement, la nature et l'avenir de la planète. Ça fait beaucoup de boulot en même temps, non ? Ça fait beaucoup et rien. En fait, j'ai beaucoup de jobs, mais je suis pas collée à un. Donc, j'ai ma liberté. Je crois que j'ai un peu peur d'engagement, d'être vraiment fixée à un boulot. Et des fois, c'est super parce que c'est super divers et c'est que des passions, que des projets de passion, mais des fois, c'est trop. C'est des fois qu'il y a tout qui tombe au même moment et c'est super stressant. Mais ça me laisse la liberté pour prendre les moments avec les enfants, pour faire plein d'aventures avec les enfants et puis jamais être coincé. Mais après, c'est un autre choix de vie. C'est pas toujours relax, quoi. C'est quoi tes accomplissements les plus importants en montagne pour décrire un peu ton parcours de femme alpiniste ? En premier, j'étais le 4e guide UIAGM américaine, femme. Donc, il y avait 3 autres femmes qui ont passé cette étape, cette épreuve avant moi. Après, moi et Max, on a fait le... Max, c'est Maxime Turgeon, guide de haute montagne,
compagnon d'aventure et père des enfants de Zoé. Une ascension de la face nord de Mount Hunter en Alaska, un voie qui s'appelle Deprivation. À l'époque, on était le plus vite depuis il y a des autres Suisses qui nous a écrasés. Puis après, j'ai fait des voyages en Pakistan, Patagonie. J'ai fait pas mal d'expéditions pendant des années, donc j'ai fait des jolies voies, mais ouais, plein de voyages partout dans le monde en alpinisme. Beaucoup de premières pour les femmes, mais après, il y avait des autres qui ont fait avant moi, et puis un ou deux ouvertures en Écosse ou ailleurs. Conversation sur la tente. Sur les réseaux sociaux, tu t'appelles Alpine Princess. C'est en rapport avec ce que tu as fait en Écosse ou... Ah, en fait, j'étais déjà Alpine Princess, et en Écosse, on a appelé le nouveau voie Alpine Princess, mais c'était plutôt un jeu sur les mots du fait qu'en alpinisme, il n'y a pas beaucoup de femmes. Et on a fait des choses un peu extrêmes, un peu pas trop confortables, avec de la risque. Donc, j'ai pensé que d'être une princesse dans l'alpine, c'était pas mal. Après, à travers dans mon carrière, j'ai eu des réponses différentes d'être femme guide ou alpiniste et être une femme. Donc, pendant une époque, j'étais très rose, avec des paillettes en montagne. Donc, j'ai un peu extrême féministe pour faire un point qu'en fait, les femmes peuvent faire la montagne. Donc, ça vient de cette époque. Peut-être je suis plutôt alpine, je sais pas, grand-mère. Je sais pas, mais c'était une autre époque. Mais c'était plutôt le jeu sur le fait qu'il n'y a pas beaucoup de femmes en montagne. Venant du New Jersey, c'était pas vraiment un parcours tout tracé pour toi. C'est quoi qui s'est passé entre-temps? Comment t'es arrivé ici et pourquoi à Chamonix? Bah, quand j'ai fini l'université, j'ai commencé à être guide, mais entre guillemets guide qui n'était pas diplômé aux États-Unis, dans l'État de Washington, dans les cascades du Nord. Et beaucoup de monde a parlé de cet endroit magnifique qui s'appelle Chamonix. Et je savais juste qu'il y a des montagnes et la neige et je voulais apprendre à skier. Donc j'ai acheté un billet pour aller à Paris parce que j'étais pas trop fort en géographie. Et je savais pas que je n'avais plus proche. Et je suis arrivée toute seule avec un paire de télémarques, de ski télémarques, parce que je savais non plus que tu peux faire ski de randonnée pour apprendre le ski. Et pour m'éloigner de ma famille, je suis jamais vraiment partie des États-Unis quand j'étais plus jeune. J'ai voulu passer une petite phase loin de la famille pour apprendre la montagne. Donc je suis arrivée à Chamonix et puis il y avait des nuages pendant 2 semaines. Et après, quand ils ont écarté, j'ai dit « Ah, ok, il y a bien des montagnes ici, mais je connaissais rien de rien. Je connaissais pas l'histoire de Chamonix ou les magnitudes ou rien. Je savais juste qu'il y a la neige et je voulais faire du ski. » Donc ici, il y avait toujours une opportunité pour travailler comme guide et bien gagner ta vie. Et aux États-Unis, c'était plus compliqué, c'était plus en expé, en voyage. Donc, d'acheter un billet d'avion et venir ici, ça coûtait pas plus cher de trouver du boulot aux États-Unis. Donc, Max, il m'a suivi ici et en 2007, on a commencé à construire notre premier appart. Et après, on a continué à voyager, mais ça a commencé à être notre camp de base. Puis on a demandé des permis de travail, puis on était devenus des résidents. Et enfin, on a eu 2 enfants qui sont nés en France, qui ont le droit de nationalité française dans l'avenir. Puis on a acheté un terrain, on a construit une maison, et bof, c'est 2019, et puis on est bien installés. Conversation sur la tente. Des fois, il me manque culturellement des choses de mes racines, parce qu'à la base, je suis pas française. Mais je sens un partie de la communauté. Je suis impliquée dans plein de projets. Je suis proche avec les gens qui travaillent dans la mairie. Puis j'ai réussi à faire des choses. Et j'essaie de changer la ville pour le mieux. Après, d'être acceptée à l'ENSA, de pouvoir être prof aussi, ça dit que j'ai quand même réussi à intégrer un peu, mais je vais jamais chamonniarde, malheureusement. Tes enfants, peut-être? Oui, mes enfants. Ils ont un accent américain, mais à la base, ils sont français, mes enfants. Ils sont nés ici, ils grandissent ici, ils sont dans l'école ici. Et puis, ils sont étonnés par plein de choses américaines qui me choquent pas. Donc, c'est drôle. En fait, ça va être des petits-fils de guides chamonniards. Bah oui, un peu, ouais. Ça fait un peu peur. Tu disais que tu sortais moins pour toi-même, mais c'est quoi ton rapport aujourd'hui avec la nature? Bah,
Je crois que principalement, mon connexion avec la nature, ça se passe à travers de mes enfants. Donc, j'ai une idée de les connecter à fond aux natures pour qu'on puisse avoir une génération des enfants qui sont plus connectés avec l'abus qu'on fait pour l'environnement ou contre l'environnement que nous. Et je trouve que pour eux, c'est le meilleur apprentissage. C'est les trajets, les voyages, les aventures dans la forêt. Et puis, c'est super de les voir. Après, c'est pas le même niveau que mes sorties moi-même avant les enfants, mais j'ai peut-être moins envie ou besoin. Quand je fais pour moi, c'est plutôt en travail ou comme enseignant, mais jour à jour, j'essaie de faire 1 ou 2 jours, course à pied, vélo, je fais plein de choses, mais j'ai un peu moins le temps ou l'envie de passer tout le jour dans la nature. Parce que pour moi, c'est un peu narcissistique et c'est super, mais je veux aussi avancer sur les choses dont j'y crois. Après, on a beaucoup d'opportunités de voyage. On a passé 2 semaines à Cap-Vert. On a fait du kitesurf là-bas. On est un peu à fond en kitesurf. On passe beaucoup de temps dans le van. J'ai pu aller à Lofoten avec Patagonia cette année. Donc, je trouve que j'ai assez d'opportunités d'être aux nature, que j'ai pas besoin d'être là tous les jours, tout le long, parce que sinon, ça prend le temps que je peux passer avec les enfants plus tard. Mais quand même, j'ai réussi à sortir presque tous les jours parce que sinon, je suis mal quand je suis enfermée dans la maison. Pour moi, je fais plutôt des trucs sympas avec les stagiaires. Des fois, on fait des trucs compliqués. On est allé aux Dolomites l'année passée pour le stage guide et on a fait des grandes voies de 17, 20 longueurs. On fait des arrêts en montagne avec les stagiaires. Ou avec des clients. Mais j'ai moins le goût de prendre la risque que j'ai eu quand j'étais plus jeune et sans enfant. J'ai jamais pensé de sentir comme ça, mais je suis plus content de me faire plaisir en montagne que de faire à fond la montagne avec le risque au niveau que j'ai pris avant. Mais même si tu prends moins de risques, faut quand même être en forme, quoi. Faut quand même avoir la santé physique d'emmener des stagiaires guides aux Dolomites et tout ça. Tu te maintiens bien en forme. Enfin, t'as l'air, hein, mais... En fait, ça me motive de maintenir la forme. Quand je sais que je vais enseigner un stage, j'ai pas envie que les jeunes soient plus forts que moi. Donc, ça tient la motivation pour m'entraîner moi-même. Donc, si j'ai pas un bout comme ça, des fois, je perds la file parce que quand tu fais l'alpinisme, il y en a beaucoup qui entraînent, mais en fait, quand j'ai fait l'alpinisme, j'ai juste fait à fond l'alpinisme. Donc, j'ai jamais eu vraiment besoin de m'entraîner. Mais avec moins de temps, il faut que je focalise sur le fait de faire des sorties. Puis, juste dehors notre parc, on a des chemins dans la forêt, on peut entraîner. Puis, on a les salles d'escalade, donc on va avec des copines. Donc, j'essaie de m'entraîner, de garder la forme, mais j'ai pas la même forme que l'autre niveau quand j'ai fait à fond. Toi, tu as choisi de devenir une guide. Tu disais que tu étais la 4e IFMGA aux US. Comment expliquer déjà qu'il n'y en ait pas eu plus avant et où est-ce qu'on en est aujourd'hui des guides filles? En premier, le diplôme IFMGA, c'est pas trop reconnu aux États-Unis comme c'est connu ici. Il y a beaucoup moins de guides, il y a beaucoup moins d'histoires, puis tu n'as même pas besoin d'être guide diplômé pour travailler là-bas. Donc ça fait du sens qu'il y a moins de guides, voire moins de femmes. En gros, il y a 10 à 15% de femmes guides totales dans le monde, dans tous les programmes. France, on arrive à faire finir 10 à 15% chaque année, donc on commence à être pas mal en France. Mais pour moi, il y a 2 choses. Un, la risque... la souffrance, ça, c'est pas peut-être naturel à beaucoup de filles de vouloir prendre la risque comme on prend de souffrir comme on souffre en montagne. Après, en deuxième, il n'y avait pas des exemples. Il y avait moins d'exemples de femmes guides. Donc, c'est des fois dur d'imaginer de faire quelque chose quand tu ne le vois pas auparavant.
Et en troisième, j'imagine que pour les femmes guides, je crois qu'il y avait des femmes qui ne peuvent pas imaginer d'être maman et guide. Donc, il y a plein de choses, plein de facteurs. Après, il y a aussi le niveau, le milieu. Il y a beaucoup d'ego, il y a beaucoup de testostérone. Des fois, c'est dur de faire une guerre juste pour aller au travail. Donc, peut-être il y avait des femmes qui ont lancé et puis lâché parce qu'ils n'étaient pas soutenus. Mais je trouve que tous les pays sont plus vigilants avec ce fait que d'avoir des femmes guides, ça donne une richesse énorme au métier et il faut les soutenir. Donc, je trouve que le passage pour une femme guide aujourd'hui, c'est plus facile parce qu'il y a plus de mentors, il y a plus de femmes qui peuvent le soutenir, voire hommes qui les soutiennent aussi. Mais pour moi, je peux jamais imaginer une égalité de 50-50 et c'est pas une répression noir et blanc, c'est le fait qu'il y a moins d'envie de foncer dans les risques à fond pour les femmes. Ça, c'est une grosse, mais je pense que c'est physiologique et psychologique. Il y a peut-être après, dans l'avenir, s'il y a beaucoup plus d'exemples, il y aura beaucoup plus de femmes qui peuvent imaginer de prendre cette risque, de faire cette chemin. Conversation sous la tente. L'année passée, on a diplômé 6 femmes guides sur 40 et quelques, donc c'est pas mal, ça avance. Et le directeur de l'ANSA, de l'alpinisme, François Martini, il est vraiment acteur dans cet avancement d'avoir les bras ouverts aux femmes guides, et jeunes femmes guides. Là, en France, il y a un programme pour les jeunes femmes alpinistes qui soutient et puis enseigne les jeunes alpinistes et je trouve que ça aide à trouver le chemin pour aller vers le guide. Donc il y en a beaucoup de jeunes alpinistes qui sont fortes, motivés, qui sortent de ce programme, qui deviennent des super guides. Moi, je trouve qu'on a bien des exemples comme Catherine Destivelle ou Inès Pepper ou des femmes qui sont super fortes, qui étaient la même niveau, qu'ils avaient eu le même niveau que les hommes. Donc, c'est impossible à dire que c'est pas possible pour les femmes d'atteindre le même niveau que les hommes. Il y a même des stagiaires que je vois qui sortent première sur le proba et c'est des femmes. Psychologiquement, je crois que les femmes, elles sont peut-être programmées ou moins adaptées, ou pas adaptées, qui ont moins envie de prendre le même type de risque. Parce qu'en alpinisme, il y a le physique, mais il y a aussi le mental. Et les plus fortes grimpeurs dans le monde d'alpinisme, c'est pas forcément le meilleur sur le niveau technique. Il faut prendre beaucoup de risques pour faire le Nanga Parbat ou de faire ouvrir un voie que tu peux pas descendre. Et est-ce qu'il y a moins envie de prendre un risque ou sinon, est-ce que la société nous dise de jeune âge que c'est pas notre rôle de prendre la risque? Ça, je sais pas quoi dire, mais c'est sûr qu'il y a moins d'exemples des femmes qui lancent sur la même trajectoire que les hommes, mais c'est impossible à dire qu'on n'a pas les moyens d'être au même niveau parce que Catherine Destivelle, il y a Marion Poitvin, il y a plein de femmes grimpeuses qui sont beaucoup plus fort que la plupart des hommes. On a déjà un peu parlé de ça, mais comment tu vois cette évolution aujourd'hui des femmes dans le sport? On sort d'une année de Coupe du Monde de football où on a vu que ça pouvait aussi passionner. Mais dans la montagne, dans la nature et autour de toi à Chamonix, est-ce que c'est si compliqué de gérer ça avec les enfants? Et quand tu compares peut-être avec ton mari qui a le même métier et peut-être la même passion, comment ça a évolué? Je trouve qu'il y a plus de femmes. En fait, au niveau de outdoor, le plus gros marché à faire grandir, c'est le marché des femmes. Parce qu'il y en a de plus en plus qui se mettent à courir, à faire l'escalade, à skier, peu importe. Après, au niveau de l'alpinisme, même les hommes, quand tu compares un alpiniste contre un surfeur, on est très peu. Parce que c'est pas le même jeu, quoi. Tu fais VTT, alpinisme, tu fais la comparaison, il y a moins d'hommes, donc évidemment, il y a moins de femmes. Mais culturellement, ça change. C'est plus choquant de voir des femmes en faisant des sports d'outdoor. Et c'est cool. Après, pour moi, j'ai deux garçons. Ils disent ma maman, elle était guide avant que mon papa. Pour eux, c'est déjà toujours la femme qui était devant l'homme. Mais je vois qu'il y aura des autres qui ont des moniteurs, qui ont des moniteurs d'escalade. Donc, je crois que ça va être plus égal dans l'avenir.
Et les femmes guides sont payées le même tarif que les hommes guides? Ah, ça, je peux pas dire. Moi, je sais que mon prix il est plus élevé que la plupart des hommes. Mais peut-être je suis rare. Mais je crois qu'il y en a pas mal des gens qui cherchent exprès un femme guide. J'ai des clients avec des familles ou j'ai des femmes clients qui veulent un femme guide. Je crois que c'est une autre expérience en général, pas mieux ou pire, mais c'est très bien. Et j'ai jamais eu quelqu'un qui dit enfin je veux juste un homme guide. En tant qu'alpiniste et guide, c'est quoi ton rapport au matos? On parlait de paillettes tout à l'heure, mais toi t'aimes bien avoir le dernier matos, les trucs, tu regardes vachement ce qui sort et tout ça, ou tu te contentes de tes mousquetons d'il y a 10 ans et ça va bien? Bah, avant les enfants, j'ai eu tout ce que j'ai voulu gratuite. Donc, j'ai reçu les choses super haut niveau, toujours le truc qui sort. J'avais eu plein de matos. Et après, j'ai fait une pause avec des enfants. Et quand je suis ressortie, il y avait plein de nouvelles choses, plus légers, plus petits, voir les crampons pads avec les fils au lieu de métal qui sont beaucoup plus pliables. Et en fait, je me suis rendu compte que j'aime bien avoir la bonne gamme, quoi. Et puis, je me suis investie dans les nouvelles choses, vider les vieux. Donc, je passe pas mon temps à regarder les shops des magasins, les magasins ou l'internet ou rêver du nouveau truc. Mais quand je sors, je vois un truc qui fonctionne mieux. J'ai envie de l'avoir parce que tout ce matos, ça avance super vite. Et puis, léger, plus utile, ça te permet d'être mieux. Et peut-être avec l'âge, on a besoin de meilleurs équipements pour compenser pour l'âge. Ça, je sais pas. Conversation sur la tente. J'achète pas souvent, mais j'ai une petite gamme. Là, j'ai plus envie d'avoir une petite gamme parfaite et avoir moins de choses. Et après, c'est l'autre chose que j'ai acheté, j'ai acheté des Salomon Mountain Lab S-Lab Boots. J'ai jamais acheté des chaussures de ski de ma vie. J'ai toujours pris tout ce qui était donné et c'était un changement de rêve. Et j'ai acheté des Black Rose, des skis. Même chose, j'ai eu toujours les skis qui a été donné, mais de faire le choix de matos, en fait, des fois, c'est mieux que de juste prendre tout ce qui est donné. Est-ce que tu te souviens la première fois que tu es rentré dans un magasin au Vieux Campeur et quelle différence ça fait par rapport à ce dont tu as été habitué peut-être aux US, ces magasins français? Bah, au Vieux Campeur, c'est grande, mais pas trop grande que tu peux rien trouver. Donc, et puis après, il y a une bonne qualité des choses. C'est pas aux États-Unis, on a Walmart et puis il y a plein de choses que tu n'as pas besoin. J'imagine il y a des outdoors, des magasins d'outdoor comme ça, mais au Vieux Campeur, je trouve que tout ce qui est là, c'est assez pratique et utile. Donc, il y a une bonne qualité des choses et un bon mélange. Donc, tu peux y aller. Je crois que la dernière chose que j'ai acheté là, j'ai acheté un nouveau paire de ski de fond pour faire de l'entraînement en hiver parce que ski de fond, c'est super pour ça. Mais j'ai trouvé un bon niveau, une bonne gamme, une bonne qualité et facilement. Donc, pour tout ce qui... En fait, je vais là plus que dans le Valais, c'est à Salange-en-Bas, mais il y a beaucoup de choses. Puis, ils donnent une remise au guide, et c'est sympa. C'est quoi tes pièces d'équipement préférées si Est-ce que tu as des chouchous dans tout ton matos là? J'ai vu que ton garage était très grand, avec beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a des choses vraiment très attachées? J'ai un peu des vieux vestes Patagonia qui étaient les premiers que j'ai eu quand j'étais plus jeune et j'ai dû acheter toutes mes choses. Je me suis rendu compte que Patagonia, c'est une qualité très, très forte. J'ai acheté un veste et puis c'était volé de mon voiture. Et j'étais super triste parce que j'ai eu 20 ans et j'ai eu pas beaucoup d'argent et puis j'ai pas pu racheter derrière. Mais je suis pas trop... je garde pas plein de choses parce que moi, je veux avoir moins de choses que de ranger toutes, mais j'ai plein de vieux vestes Patagonia que je me sépare pas. Parce que quand je change le design ou un truc comme ça, j'ai pas envie de lâcher le truc qui marchait le mieux. Donc, je répare à fond. Je crois que dans mon kit, là, maintenant, mon préféré truc, c'est mon vélo électrique. C'est pas pour la montagne, mais c'est pour le transport en ville. Le vélo électrique, c'est génial.
Mais ça change les sports. Là, j'aime bien le ski de fond parce que c'est un super moyen d'entraînement, super efficace en hiver. J'aime bien mes skis légers, Black Rose. Et puis, toutes les muscles en super petites pads qui sont super légers. Ça te permet à faire plus, quoi. Si tu devais repartir avec 3 objets aujourd'hui t'es au vieux campeur, t'as le droit de choisir vraiment ce que tu veux. Qu'est-ce que tu mettrais dans ton sac vert en ce moment? Je prendrais une deuxième soupe, comme ça on peut faire en famille. Et je prendrais un énorme tente, parce qu'on fait beaucoup de kites et comme ça on peut avoir un petit camp de base dehors parce qu'on est souvent dans le van. Et je crois que je prendrais... Ouais. Mais je prendrais plus de matos de car camping. C'est des choses que tu n'as pas trop envie d'investir parce que c'est pas trop extrême, mais en fait, c'est super confort. Donc, je prendrais une très bonne qualité de boîte, un glacière. Ouais, un super glacière. Boire des ustensiles, tu vois, un joli verre de vin à camping. Donc, plutôt des choses moins techniques pour la vie quotidienne, parce que là, les choses techniques, je mettrai en valeur et j'achète, parce que je suis guide, donc c'est pour le métier, ou un très, très bon mat pour camping, un matelas, avec le SUP pour le bon dîner, le bon SUP en famille, et puis une super tente pour camping. Ouais, le gonflable, c'est super. On a un déjà, et je voyage avec souvent, forcément, quand je voyage seul avec les enfants, comme ça, ils se mettent sur le SUP et on fait tous ensemble. Mais c'est léger, c'est à peu près 13 kilos. Donc, un bon SUP avec un pagaille pliable et quelque chose de 10 mètres 6, 10 pieds, pas 10 mètres. 10 mètres, c'est énorme. Un peu large, comme ça, quand les SUP ils sont plus larges, tu peux mettre plus des choses dessus. Donc, les gens qui ont un chien ou des enfants, ça marche très bien. Le camping en confort, c'est un truc énorme. Et les vieux campeurs, c'est un rêve. Je peux bien dépenser là-dessus. Merci beaucoup, Zoé Hart. On va fermer la fermeture de cette tente et reprendre une vie à l'extérieur. Il fait hyper beau. Merci, Matt. Conversation sur la tente.